Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la Fondation de l'Ermitage pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle et où nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sylvie Patry, directrice de la conservation et des collections au Musée d'Orsay à Paris. La collection Burlet, que nous avons l'honneur et la joie d'accueillir depuis quelques mois, et cela jusqu'au 28 octobre encore, est, comme vous le savez, centrée sur l'impressionnisme et sur le post-impressionnisme français. Émile Burlet, comme le raconte dans le catalogue de notre exposition M. Lucas Glor, qui est directeur de la Fondation Burlet et qui nous fait du reste l'amitié d'être ici ce soir, Burlet donc a vécu un vrai choc en rencontrant en 1913 l'impressionnisme pendant un voyage qu'il faisait à Berlin pendant ses études d'histoire de l'art. Et à Berlin, Burlet visite la Nationalgalerie, qui est un musée en principe voué à l'art allemand, mais où l'historien de l'art Ugo von Tschudi, qui par parenthèse était d'origine suisse, où donc Ugo von Tschudi avait créé un département consacré à l'impressionnisme. Et pour Burlet, cette expérience de l'impressionnisme faite en Allemagne, pays d'où il était né, au détour d'un voyage d'études, eh bien cette expérience va être décisive, et notamment la vision qu'il fait lors de ce voyage d'un paysage de Claude Monet représentant les environs de Vétheuil. C'est ce moment fort, vraiment presque initiatique de sa jeunesse, qui va susciter en Burlet le désir très fort de posséder un jour des tableaux se rattachant à ce même mouvement, le mouvement impressionniste incarnant d'une certaine manière pour lui les fins dernières de l'art, le but vers lequel tout l'art, d'une certaine manière, a conduit et qu'il a enfin atteint. Donc sa collection, qui au final va comporter plus de 600 œuvres, va être l'une des plus importantes collections jamais constituées autour de l'art français dans le dernier tiers, donc de l'art français réalisé dans le dernier tiers du XIXe siècle. Mais il faut ajouter aussi qu'au-delà de cet épisode biographique, certes un moment fort dans l'histoire de la vie d'Émile Burlet, cette manière de centrer l'art sur l'impressionnisme, donc de voir dans l'impressionnisme un sommet de l'histoire de l'art, n'est pas vraiment propre à Burlet, mais qu'on le retrouve aussi dans toute une génération de collectionneurs qui, comme lui, vont rechercher des œuvres généalogiques très identifiables de cette production, alors encore relativement récente, qu'est l'impressionnisme, tout en considérant aussi les œuvres du passé pensées comme des sortes de jalons conduisant à l'impressionnisme, tout en considérant aussi les œuvres de l'avant-garde qui ont succédé immédiatement à ce mouvement. C'est surtout aux États-Unis que l'on rencontre ces grandes collections, et la plus emblématique d'entre elles est certainement la collection réunie dès 1910, au moment où Burlet, plus ou moins, découvre l'impressionnisme. Eh bien, d'autres commençaient à l'acheter, notamment l'industriel américain Alfred Barnes. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un hôte de marque qui est aussi la personne rêvée, je crois, pour nous parler de cette prestigieuse collection Barnes conservée à Philadelphie, Sylvie Patry, qui était jusqu'il y a quelques semaines encore directrice de la Fondation Barnes, qu'elle a quittée cet été pour prendre la tête de la conservation et des collections du Musée d'Orsay à Paris. La carrière de Sylvie Patry est extrêmement riche, et elle l'a conduite dans de nombreux musées français, à commencer par le Musée des Beaux-Arts de Lyon, où elle est assistante conservatrice en 1998, mais aussi le Palais des Beaux-Arts de Lille, où elle est conservatrice entre 1999 et 2002, puis le Musée Gustave Moreau à Paris, et enfin le Musée d'Orsay, où elle a été conservatrice, puis conservatrice en chef de 2005 à 2015, Musée d'Orsay, institution très prestigieuse qu'elle vient donc de retrouver après 18 mois passés à Philadelphie à la Fondation Barnes. L'activité scientifique et curatoriale de Madame Patry, qui est certainement l'une des meilleures spécialistes de l'art français du XIXe siècle, son activité donc est extrêmement intense et elle a vu conduire de nombreux projets, et notamment une très belle suite d'expositions qui ont été toutes montrées dans plusieurs musées, tant en Europe qu'aux États-Unis. Je n'en égrainerai que quelques-unes. Il y a eu, peut-être pour commencer, Paul Chenavard au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1999, un artiste étonnant du XIXe siècle. Berthe Morisot au Musée de Lille en 2002, exposition qui a connu aussi une étape à la Fondation Gianada. Il y a eu aussi Maurice Denis au Musée d'Orsay en 2002. Hodler, exposition très importante qui a permis au public français de découvrir cet artiste que nous connaissons si bien en Suisse, mais qui n'a
qui n'avait jusqu'alors pas vraiment réussi à franchir les frontières de la reconnaissance internationale en France. Il y a eu aussi la splendeur des Camondos. Je reviens aux expositions de Mme Patry, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2009. Un titre d'exposition qui peut-être nous rappelle un tableau de la collection actuelle, de la collection Burlet, le portrait de la petite Irène Quint d'Anvers, qui avait épousé Moïse de Camondo. Mais Renoir est aussi un des grands sujets de Mme Patry. Elle lui a consacré plusieurs expositions, dont Renoir au XXe siècle, une exposition qu'elle a proposée au Grand Palais en 2009. Mme Patry prépare du reste une exposition Renoir pour 2018 qui aura lieu à la Fondation Barnes et au musée de l'Orangerie. Elle prépare aussi une exposition Berthe Morisot qui aura lieu dans différents musées d'Europe et des États-Unis, qui se terminera au musée d'Orsay en 2019. Parmi les expositions encore qu'elle a organisées et qui ont beaucoup compté en France, en Europe ces dernières années, il y a eu la grande exposition consacrée à Durand-Ruel, le Paris de l'impressionnisme, au musée du Luxembourg en 2014. Madame Patry est aussi l'auteur très prolixe de nombreux livres et articles scientifiques, en plus des catalogues d'expositions qu'elle a organisés. On retrouve sa signature au bas d'un grand nombre d'articles, de notices de catalogues d'expositions, de notices de collection aussi, notamment la collection du musée d'Orsay, qu'elle connaît de manière très approfondie. Elle a aussi écrit un grand nombre d'articles de dictionnaires. Sa liste de publications donne à vrai dire le vertige. Je ne citerai que quelques titres. La correspondance de Berthe Morisot, dont elle vient de publier une nouvelle édition à noter. Un livre consacré à Renoir, paru en 2011 chez Skira. Et je citerai aussi le catalogue des dessins de Gustave Moreau qu'elle a publié en 2009. Quant aux articles qu'elle a écrits, je n'en citerai que deux parce qu'ils nous concernent de très près. Il y a eu d'une part un catalogue que Mme Patry a écrit un article que Mme Patry a écrit dans le catalogue de notre exposition Fontaine-Latour en 2007, article qui était consacré à la femme de Fontaine-Latour, Victoria Dubourg, elle aussi peintre de nature morte. Et plus récemment, Mme Patry a également participé au catalogue de la collection de la Fondation Burlet, où elle a écrit les notices des deux portraits de Renoir qui figurent donc dans notre exposition. Et voilà qui nous ramène au thème de notre soirée, puisqu'en effet, Renoir a été le peintre le plus collectionné tant par Émile Burlet que par Alfred Barnes. Il est du reste en tête du titre de la conférence de ce soir, Renoir, Cézanne, Matisse et Picasso en Amérique, la collection du Dr Barnes. Sylvie, sans plus tarder, je vous donne la parole. Ça marche. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour cette invitation. Je suis très, très honorée et très heureuse d'être ce soir à Lausanne. Comme vous l'avez compris, j'ai un lien particulier avec les États-Unis, mais j'ai aussi un lien très particulier avec la Suisse, avec les musées suisses. Et l'exposition Ferdinand Hodler que j'avais préparée en 2007 avec Paul Muller, avec les équipes du Centre d'Histoire de l'Art à Zurich, est un des plus beaux souvenirs de ma carrière et une des plus belles expositions. Et je reste très attachée à la peinture suisse et aux collaborations avec les musées suisses. Donc la peinture suisse, il n'y en a pas à la Fondation Barnes. Comme l'a dit Sylvie, cette fondation, cette collection créée par le Dr Barnes est une collection qui est aujourd'hui connue dans le monde entier pour la peinture française. Et donc Barnes, comme Émile Burlet l'a rappelé Sylvie, fait vraiment partie de ces générations de collectionneurs partout dans le monde qui, entre le début du XXe siècle et les années 1950, ont considéré que la peinture française de la fin du XIXe siècle et du tournant du XXe siècle constituait en quelque sorte les premiers pas, les jalons d'une histoire de l'art moderne et de la modernité. Donc je vous propose ce soir, non pas de retracer l'histoire de cette collection fascinante en détail, mais peut-être d'en parler selon deux grands axes, et puis comme permettra de façon plus informelle aussi de partager avec vous cette expérience que j'ai eue très, très heureuse à la Fondation Barnes. Donc la collection,
quel est le caractère de cette collection, comment elle s'est construite et comment Barnes l'a façonnée, d'où il vient, comment se fait-il que dans cette ville, à Philadelphie, on ait ces trésors amassés par un seul homme. Ça reste assez spectaculaire et assez émouvant quand on visite la fondation pour la première fois. Et puis, deuxième aspect qui me semble important et peut-être un petit peu moins connu, en tout cas moins connu ici en Europe, c'est la philosophie même de cette collection, de ce lieu et son aspect très fortement éducatif, puisque le Dr Barnes, quand il a ouvert les portes de sa collection au public dans les années 1920-1925, il n'a pas voulu constituer un musée, il a voulu constituer un lieu éducatif. Et d'ailleurs, quand je travaillais à la Fondation, quand on avait des réunions donc avec le comité, avec le conseil d'administration, avec le board, je faisais toujours très attention, surtout venant d'un musée, je faisais très attention à ne pas utiliser le mot de musée pour désigner la Fondation, parce que ça a des implications un petit peu, ça a des implications assez fortes, et ce serait une rupture complète avec l'histoire de cette collection. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère, au fil de cette présentation. C'est une collection assez paradoxale, puisqu'elle est à la fois assez mythique, elle est très très importante, comme on va le voir, mais c'est une collection qui n'a pas été si vue que cela, puisque la Fondation a ouvert ses portes en 1925 et ensuite, on y reviendra, le Dr Barnes n'a pas souhaité que les œuvres puissent être prêtées. Et donc ces œuvres magnifiques sont toujours restées à Philadelphie, enfin plus exactement à Merion, en banlieue de Philadelphie, et n'ont quasiment jamais circulé, à deux exceptions près. Une exception vraiment très ponctuelle dans les années 30 aux États-Unis. Il a prêté quelques tableaux de sa collection, mais la grande exception, c'est en 1993-1994, quand la Fondation a fait tourner ses chefs-d'œuvre de la peinture française partout, d'abord aux États-Unis. Et pour vous dire à quel point donc cette collection était liée à un lieu, la première étape. Donc Merion, c'est en banlieue de Philadelphie. Vous mettez à peu près un quart d'heure en voiture s'il n'y a pas d'embouteillage. La première étape de l'exposition, ça a été le musée des Beaux-Arts de Philadelphie, donc à un quart d'heure en voiture. Donc on a commencé par là, et ensuite donc la collection a été montrée dans plusieurs villes aux États-Unis. Elle est venue au musée d'Orsay, et ça reste encore pour le musée d'Orsay le record de fréquentation, et elle a voyagé jusqu'à Tokyo. Et j'avais pu me rendre à Tokyo pour mon travail il y a quelques mois, et nos collègues japonais se remémorent encore le moment où est venue la collection Barnes. C'est un record absolu de fréquentation. Il y avait eu 1,7 million de personnes qui étaient venues voir cette collection. Donc à la fois elle est très connue et puis pas si bien connue, parce qu'il faut vraiment aller à Philadelphie, ce qui vaut la peine d'ailleurs, pour voir cette collection. Donc comment s'est-elle constituée? D'où vient ce docteur Albert Barnes, dont vous voyez ici le portrait par Giorgio de Chirico, un artiste auquel il s'est intéressé, qu'il a connu, et à qui il a demandé son portrait. Donc le Dr Barnes est un personnage excentrique, qui a beaucoup d'ailleurs cultivé son excentricité, qui est né en 1872 dans les quartiers nord de Philadelphie. Il est issu d'un milieu extrêmement modeste. Son père était boucher, et il a grandi dans un quartier déshérité de Philadelphie. Et il a gardé, comme vous le savez, aux États-Unis, les quartiers sont très séparés, enfin c'est très, très déterminé par l'appartenance à une classe sociale, mais aussi par la couleur de la peau. Et il était donc blanc dans un quartier à majorité africaine-américaine, et ça va jouer un rôle très important dans la suite, dans la conception même de son projet pour la Fondation. Donc le Dr Barnes, c'est vraiment le fruit de l'excellence scolaire. Il rentre dans une école qui s'appelle la Central
High School à Philadelphie, qui est le premier lycée public fondé aux États-Unis, qui est resté jusqu'à aujourd'hui un lycée public prestigieux. Il a 13 ans et ensuite il va suivre des études médicales. C'est un scientifique de formation à l'université de Pennsylvanie, Penn University, qui reste encore aujourd'hui une des plus grandes universités au monde, qui fait partie de ces universités très prestigieuses de ce qu'on appelle la Ivy League. Donc il a une éducation absolument remarquable. Il est très très brillant à l'école et c'est grâce à l'école, grâce à sa scolarité, qu'il va accéder à un autre statut social. Au moment de ces études de sciences, il s'intéresse également de très près à la psychologie. Et c'est vraiment Barnes, donc il a cette formation universitaire, mais il a aussi ce côté très autodidacte. Mais dès qu'il s'intéresse à un sujet, c'est quelqu'un de systématique, c'est quelqu'un de intellectuellement très très performant. Et donc à partir du moment où il a cet intérêt pour la psychologie, il va aller au bout des choses et il lit notamment des philosophes et des penseurs de l'éducation en particulier qui étaient très très influents à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle aux États-Unis, qu'on a peut-être un petit peu oublié ici en Europe. Quelqu'un qui s'appelle William James, qui est le frère en fait de Henry James, et puis quelqu'un qui s'appelle John Dewey, avec qui il va rester en contact et qui aura un rôle très, très important dans la conception, dans l'histoire des origines de la Fondation. Après ses études à Penn University, à Philadelphie, Barnes va voyager en Allemagne en 1896-1897. Il passe du temps à Berlin, lui aussi, donc peut-être un point commun avec Burle, mais pour étudier la chimie, l'Allemagne à l'époque, je crois que c'est encore le cas, reste vraiment la grande référence pour la chimie. C'est à ce moment-là qu'il va s'associer avec un scientifique, avec un chimiste, pour lancer un nouveau médicament, l'argyrol, qui va devenir extrêmement utilisé aux États-Unis, en particulier au moment de la Première Guerre mondiale, pour désinfecter les yeux. Et c'est d'ailleurs un médicament, pour avoir discuté ensuite quand j'étais aux États-Unis avec des gens plus âgés à Philadelphie, c'est un médicament qu'on a utilisé aux États-Unis jusque dans les années 1970. Donc il lance cette compagnie, il fonde cette compagnie pharmaceutique de retour aux États-Unis. Son associé est vraiment en charge de la recherche, si vous voulez, scientifique, de la mise au point du médicament. Mais lui, il va être plutôt le gestionnaire, le commercial, celui qui s'occupe du marketing. Et il va donc développer des talents d'homme d'affaires, de businessman, qui vont faire de lui un millionnaire au début des années 1910. Donc c'est vraiment une histoire, une success story, comme on dit, à l'américaine, à ce moment-là, ce tournant cette toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où se constituent des fortunes considérables et où le jeu social semble ouvert. Et c'est à ce moment-là, donc au tout début des années 1910, que Barnes décide de consacrer une partie, de s'intéresser à l'art et de consacrer une partie de sa fortune, et puis ensuite on va le voir, une partie de son temps, et puis ensuite sa vie, à sa collection. En se concentrant tout de suite, immédiatement, sur la peinture française moderne, impressionniste, post-impressionniste, qui restait encore assez contestée et pas forcément, en tout cas aux États-Unis, assez peu connue et assez peu diffusée. On va voir comment. Donc l'acte fondateur, si je puis dire, de sa collection, c'est 1912. C'est l'année où il fait ses premiers achats de peinture. Vous voyez certains des tableaux, vous voyez les tableaux qu'il achète à ce moment-là. Vous voyez qu'il y a déjà quelques noms qui vont caractériser, qui vont vraiment être les grands noms de la collection. Cézanne, Picasso.
avec La femme à la cigarette, un magnifique Van Gogh, mais également des œuvres qui ensuite ne vont pas rester dans la collection et qui ne vont plus faire partie des grands axes des goûts du Dr Barnes. Comment se fait-il, comment se passe ce premier achat? Ce premier achat, en fait, ça n'est pas Barnes lui-même qui le fait. Comme beaucoup d'autres collectionneurs aux États-Unis à l'époque, il est ami, il est conseillé par un artiste, et c'est intéressant de voir dans ces groupes, dans ces collectionneurs aux États-Unis qui vont devenir pour certains les plus grands collectionneurs de l'époque, puisqu'ils ont des moyens financiers avec lesquels peuvent vraiment entrer en compétition. Ces collectionneurs américains seront souvent accompagnés dans leur démarche par des artistes. Dans le cas de Barnes, ce conseiller, celui qui va effectuer ses premiers achats et qui va guider Barnes, c'est un peintre qui s'appelle William Glackens, qui est assez peu connu, je pense, maintenant en France, donc qui est un peintre américain qui s'est formé à Paris et que Barnes avait rencontré au lycée. C'est vraiment son copain de lycée à Philadelphie. Et Barnes, à partir du moment où il décide de s'intéresser à l'art et de collectionner, ça faisait aussi partie, une collection de peinture, ça faisait aussi partie de son nouveau standing, de son nouveau statut social. Il envoie donc Glackens, il lui donne un budget, 20 000 francs de l'époque, et il lui demande de faire son marché à Paris. Il l'envoie à Paris pour acheter, pour faire ses premiers achats. Donc parmi ses premiers achats, vous reconnaissez ici un tableau de Van Gogh. Est-ce que je me sers du... Voilà. Tableau de Van Gogh, le facteur Roulin, qui reste un des joyaux, par exemple, de la collection. Donc, je vous montre un mur de la Fondation et on reviendra sur cet accrochage. Ce mur, je vous le montre parce que nous avons ici un mur Glackens pour vous présenter un petit peu ce peintre, donc un autoportrait et puis deux tableaux de Glackens. Donc Glackens, comme beaucoup d'artistes américains, il se forme à Paris, il passe beaucoup de temps à Paris et il est en contact avec l'art moderne, l'art contemporain de l'époque. Il a des goûts très, très ouverts et il va lui-même, au début du XXe siècle, en 1905-1906, complètement modifier son style pour justement imprégner qu'il devient de cette peinture moderne française qui pour lui est vraiment une référence absolue. Vous voyez par exemple ce tableau qui est au centre du mur, la course de chevaux, qui illustre bien le passage de Glackens vers un plus grand degré encore de modernité. Il est influencé par le type de sujet, par des artistes comme Degas, comme Manet. Vous voyez ce champ de course, donc un sujet moderne. Et ce qui est très intéressant pour ce tableau, et ce qu'on ne sait pas quand on le voit juste en salle, c'est qu'à l'origine, il était peint dans des couleurs très sombres, et que Glackens va complètement reprendre le tableau, va éclaircir la palette sous l'influence d'une autre génération de peintres modernes, donc postérieurs aux impressionnistes, qui sont les fauves, et en particulier Matisse. Donc ce tableau, en quelque sorte, illustre bien ces liens continus, incessants, entre certains artistes américains, et ici Glackens, et l'avant-garde, si je puis dire, ou les avant-gardes, la peinture moderne, les modernités françaises. Et ensuite, vous voyez aussi le parcours accompli par l'artiste entre cet autoportrait de jeunesse assez réaliste, et puis un tableau plus tardif. Glackens, comme Barnes, on y reviendra, tombe amoureux de l'œuvre de Renoir, et ce tableau, évidemment, témoigne de cette admiration. Vous avez également un tableau d'un autre peintre américain qui s'appelle Alfred Maurer, qui n'est pas très connu en Europe, et qui est, comme Glackens, un peintre qui fait des allées et venues entre la France et les États-Unis, qui est très proche des fauves et qui est en relation avec Barnes. Et donc ces deux artistes vont contribuer à l'ouvrir
a formé Barnes à cette modernité parisienne que l'on ne voit pas encore aux États-Unis, en tout cas dans aucune collection publique. Les artistes sont importants, les autres collectionneurs sont importants également dans ce parcours, et les marchands, évidemment. Il y a un marchand qui va jouer un rôle absolument clé dans l'histoire, dans la constitution de la collection et dans son orientation. C'est ce marchand français, Paul Guillaume, qui ouvre une galerie à Paris en 1914, qui meurt prématurément en 1934 et qui va être le champion de Picasso, de Modigliani, de Soutine, autant de noms qu'on va retrouver dans la collection Barnes. Donc Barnes, à l'issue de ce premier voyage entrepris en février 1912 par son ami Glackens et à la suite de l'arrivée des œuvres à Philadelphie, va immédiatement se prendre au jeu et va lui-même retourner à Paris un peu plus tard, en décembre 1912, pour acheter lui-même. Et c'est le début donc d'aller et venue entre Paris et Philadelphie, puisque Barnes va essentiellement se fournir pour ce qui est de l'art français sur le marché parisien. Donc il achète à Paul Guillaume, et Paul Guillaume, c'est plus qu'une relation de collectionneur, de client à marchand, si vous voulez, à fournisseur. C'est vraiment une relation intellectuelle très, très forte. Et on a la chance, pour Barnes, en fait, on a la chance, c'est un homme extrêmement méticuleux, très procédurier aussi, ça c'est le côté peut-être moins agréable, mais grâce à ce trait de caractère, il a conservé il a conservé toutes ses archives, c'est-à-dire à la fois les lettres qu'il recevait et, ça ce qui est vraiment, vraiment très précieux, les brouillons ou les copies des lettres que lui envoyait. Et la correspondance notamment avec Paul Guillaume nous en apprend beaucoup sur cette formation intellectuelle et sur ces échanges entre les deux hommes, échanges qui portent sur des tableaux précis ou sur des questions de principe. Guillaume envoie des photos à Barnes en lui disant voilà, il y a tel tableau. Est-ce qu'il vous intéresse? Du coup, Barnes répond en disant je trouve que la composition n'est pas assez aboutie, ou alors il est trop cher. Donc ça nous donne vraiment une approche assez intime de la façon dont il constituait sa collection. Il achetait donc chez tous les grands marchands, comme je l'ai dit, chez Durand-Ruel, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été le grand marchand des impressionnistes à partir des années 1870, et la galerie est restée en activité jusqu'en 1974. Donc ça a été un des grands fournisseurs. La galerie a approvisionné toutes ces grandes collections particulières du début du XXe siècle. Bernheim-Jeune, Drouet. Enfin, il avait vraiment une très très bonne connaissance du marché de l'art. Et c'est un moment où Paris est vraiment le centre, la capitale du marché de l'art. C'est ce qu'on voit par exemple pour ceux qui ont vu l'exposition consacrée à la collection Anne-Loser à Berne. Les Anne-Loser aussi voyageaient régulièrement à Paris pour acheter, à la fois chez les marchands et puis directement auprès des artistes avec lesquels ils avaient noué des relations d'amitié, comme Manguin et Vallotton, bien sûr. Donc dans ce milieu très, très international, il y a également des collectionneurs qui sont installés à Paris et qui vont être pionniers et qui vont également contribuer à forger le goût de Barnes et à façonner son approche, sa vision de l'art et de l'histoire de l'art français en particulier. Je vous montre ici une photographie de l'intérieur du 27 rue de Fleurus à Paris, dans le 6e arrondissement. Et le 27 rue de Fleurus, c'est l'adresse en fait de Gertrude Stein et de son frère Léo Stein, qui sont qui sont américains de Pittsburgh et qui sont venus donc qui sont venus s'installer à
Paris, et une partie de leur occupation, je dirais que leurs journées sont consacrées, alors pour Gertrude Stein, à écrire. C'est un écrivain très important de la première moitié du XXe siècle, mais les journées sont aussi occupées à rencontrer des artistes, à visiter des ateliers, à se rendre dans des galeries, visiter des expositions et à constituer une collection d'art moderne français tout à fait importante, tout à fait pionnière. Donc vous voyez ce mur absolument splendide. Je dévoile un petit peu, mais certains d'entre vous le savent déjà. Ce tableau, Le bonheur de vivre de Matisse, va être dans la collection du Dr Barnes. Ce dessin de Renoir sera également dans la collection du Dr Barnes. Si je vous montrais d'autres murs, il y a des dessins de Cézanne, par exemple, qui seront dans la collection du Dr Barnes quelques années plus tard. Et j'ai un petit trou de mémoire, c'est dans la collection Burle, voilà, et le Cézanne est dans la collection Burle. Voilà. Un petit doute. Donc, Barnes, quand il se rend à Paris à partir de 1912, il rencontre les Stein. Il voit cette collection en train de se construire, très expérimentale, qui repose sur 4 grands piliers qui vont devenir aussi les piliers de la collection Barnes, c'est-à-dire Renoir et Cézanne pour la fin du XIXe siècle et Matisse et Picasso pour le début du XXe siècle. Donc ça, c'est vraiment important. Ça se met très tôt en place dans l'esprit de Barnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter autre chose, on va le voir, mais c'est vraiment les grandes lignes directrices de sa collection. Et je pense qu'on peut vraiment dire que cette structure lui vient de la collection Stein, qui l'a beaucoup impressionné. La collection, cet appartement de la rue de Fleurus était très important, puisque l'appartement a été fréquenté par Matisse, par Picasso, par Hemingway, enfin bon, par Braque, enfin, par énormément d'artistes, d'écrivains. C'était un salon littéraire et artistique. Et si vous voulez, la collection produit elle-même le discours, puisque c'était aussi un endroit où des artistes comme Matisse et Picasso voyaient Renoir, voyaient Cézanne, et eux-mêmes réagissaient à cette génération précédente et construisaient aussi leur art en dialogue avec cette génération précédente qui était encore assez peu présente dans les musées. Donc ce sont vraiment des moments importants, enfin des fondateurs pour la collection Barnes. Donc je vous ai parlé de ces 4 grands noms, de ces piliers. Donc Barnes a commencé au départ vraiment à acheter en quantité Renoir et Cézanne. En 1920, donc il commence en 1912, 8 ans plus tard, il écrit dans une lettre, alors il était très vantard, le Dr Barnes, il aimait bien montrer qu'il avait beaucoup de choses, et donc il écrit dans une lettre qu'il a au moins 100 Renoir et 50 Cézanne. C'est vrai que c'est un bilan assez impressionnant. En 8 ans, il a déjà beaucoup acheté. Indépendamment, donc, enfin pas indépendamment, en lien très fort avec ces 4 grands noms de la peinture française, Barnes va également élargir, amplifier le contour et la structure de sa collection. On reviendra un petit peu plus tard sur la place des autres peintres du XXe siècle, Soutine, Chirico, Modigliani, qui vont entrer dans la collection au début des années 20. Mais au début des années 20, c'est vraiment un élargissement dans plusieurs directions. Il s'intéresse aux maîtres anciens, caractéristiques qu'il partage avec Émile Burle. La peinture ancienne, on le verra un petit peu plus tard dans l'installation même, de la présentation même des œuvres, est fondamentale dans la pratique de collectionneur de Barnes. Il s'intéresse aux arts décoratifs, aux arts populaires. En particulier, c'est un petit peu moins connu, même si on les voit dans les salles, on y reviendra. C'est un des grands collectionneurs
mobilier américain et en particulier de mobilier de Pennsylvanie qui était du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle qui avait des caractéristiques assez particulières puisque la Pennsylvanie était peuplée, il y avait des colonies allemandes très importantes et donc il y a tout un artisanat qui s'est développé très particulier et Barnes va être un des plus grands collectionneurs d'art populaire américain du XVIIIe, XIXe siècle. Une partie de la collection, vous le verrez, de cette collection est dans les salles, mais une partie encore plus grande est encore conservée dans les réserves et donc est absolument peu connue des spécialistes. Il va s'intéresser, il va collectionner aussi l'Antiquité avec des pièces plus ou moins importantes, mais ce qui caractérise, je dirais, Barnes et ce qui fait aussi l'importance de cette collection, c'est les ponts qu'il va créer entre culture occidentale et culture extra-occidentale. Et l'un des domaines dans lequel il va vraiment faire œuvre de pionnier, et ça nous renvoie aussi à son passé, à sa jeunesse, c'est l'art africain. Il va devenir un collectionneur au début des années 1920, un des plus importants collectionneurs d'art africain, grâce à Paul Guillaume, qui lui-même a été un des premiers marchands à vendre des pièces africaines. Donc l'essentiel la totalité même de la collection africaine de la Fondation Barnes provient de Paul Guillaume, donc du marché de l'art parisien, donc des colonies françaises. Côte d'Ivoire, par exemple, comme ces portes baolées, qui sont un des chefs-d'œuvre de la collection, essentiellement constitué donc en 1922-1923. Il n'était pas le premier collectionneur, évidemment, à collectionner de l'art africain. Il avait d'ailleurs, au départ, eu cet intérêt en visitant les collections du musée universitaire de Philadelphie, mais qui était un musée d'ethnographie. Et donc, ce qui est très important dans la collection Barnes, c'est qu'il est l'un des premiers. Alors, il y a Osterhaus en Allemagne, par exemple, mais il est vraiment l'un des premiers à mettre au même niveau des œuvres d'art africains avec des peintures et des œuvres occidentales, y compris issues de la Renaissance ou des primitifs italiens. Et il est l'un des premiers à en faire des objets de délectation esthétique par distinction avec des objets de curiosité ethnographique. Donc ça, c'est vraiment un mouvement important. Les artistes, évidemment, comme vous le savez, Picasso, Braque ont également sorti l'art africain de cette cette approche ethnographique, mais du point de vue de la collection, Barnes a vraiment donné toute son ampleur à ce mouvement. Et pour lui, en fait, les pièces qu'il a collectionnées, en particulier la sculpture, sont vraiment, il a publié, il a écrit sur la statuaire africaine, et pour lui, donc ça faisait partie des chefs-d'œuvre de l'histoire de la sculpture dans l'absolu, et pas spécialement de la sculpture en Afrique ou des arts dits primitifs. Et dans une œuvre comme celle-ci, on verra que ça résonne aussi avec son approche de l'œuvre de peinture, de la peinture ancienne, par exemple, ou des arts décoratifs. Ce qui l'intéresse, ce qui l'a beaucoup intéressé, vous verrez, c'est ce travail formel, justement. C'est ce travail autour de la symétrie, autour des motifs géométriques, et c'est vraiment une des pièces les plus importantes. La collection est assez inégale. Elle a été récemment très bien étudiée et très bien publiée par des spécialistes venus de toutes les disciplines. Mais cette pièce est l'une des rares à être l'une des rares connues, et donc elle est très importante.
La collection donc, a pris de l'ampleur, elle s'est diversifiée au cours des années 20. En 1922, Barnes a pris la décision, on va y revenir, de créer une fondation, donc pas uniquement de collectionner dans la sphère privée. Et je dirais que s'il faut distinguer plusieurs phases dans l'histoire de cette collection, donc on aurait les années 10 qui sont les années de découverte, les années 20 qui sont les années d'élargissement et de consolidation. À partir du moment où Barnes décide de créer cette fondation en 22 qui ouvre ses portes en 25, il va compléter sa collection mais sans en changer fondamentalement la direction, et il va se lancer à la poursuite de quelques pièces très importantes. Et donc, les années 20 et les années 30 sont consacrés, ils continuent à beaucoup acheter, mais sont consacrés à l'achat. C'est le moment où rentrent des très très grands tableaux, comme ces grandes baigneuses de Cézanne, qu'il achète en 1933. Bon, qui est un tableau de très grand format, qui fait partie, qui est un des testaments de Cézanne. Un ensemble de 3 grandes compositions de baigneuses. La plus grande des versions est conservée au musée de Philadelphie. Donc une des versions est conservée maintenant à la Fondation Barnes, et une autre version de ces grandes baigneuses est conservée à la National Gallery de Londres. Donc on est vraiment dans un achat muséal, et cette notion d'œuvre muséale est évidemment très importante dans les années, milieu des années 20, début des années 30 pour Barnes, qui donc crée cette fondation. Auparavant, il avait évidemment acheté beaucoup de Cézanne, comme je vous l'ai dit, mais avec des formats un petit peu plus modestes. Bon, très intéressant, évidemment, ça c'est un tableau très important qui fait partie des premiers achats qu'il a fait lui-même à Paris, lors de la vente d'un des plus grands collectionneurs français, Henri Roire. Il avait acheté ces très, très beaux baigneurs au repos qui aurait dû en fait être au musée d'Orsay, puisqu'il faisait partie de la collection de Gustave Caillebotte, dont vous aviez pu admirer une exposition ici. Et Gustave Caillebotte avait offert sa collection au musée français en 1894. Et parmi les œuvres, donc c'était une collection impressionniste, pour vous dire les réactions que suscitait encore l'impressionnisme à l'époque. Et les conservateurs français à l'époque, enfin l'État français, l'administration, a accepté 40 des 65 œuvres proposées. Et parmi les œuvres qui ont été refusées, il y avait ce Cézanne. Mais bon, maintenant c'est dans une institution publique. Donc Barnes est mort en 1951. Donc même si le rythme de ses achats s'est un petit peu ralenti à la fin des années 30, dans les années 40, il a quand même continué à acheter assez régulièrement, de façon assez intense. Il achète ses derniers Matisse en 1947, et l'un des derniers tableaux qu'il achète donc en 1950, c'est ce tableau de Vols. Il achète également Vera da Silva. Donc ce tableau est en salle. Le tableau de Vera da Silva, donc plus abstrait, est également dans les salles de la Fondation. Et donc ça, c'est une question que je me pose. Je me demande s'il avait vécu plus longtemps, est-ce qu'il serait allé dans une direction complètement nouvelle, et qui encore aujourd'hui a été assez peu étudiée. Ces derniers achats du Dr Barnes n'ont pas fait l'objet d'une étude vraiment approfondie, et ce serait intéressant de voir un petit peu ce qui l'a guidé dans les dernières années. Donc en conclusion de cette première partie de ce parcours très rapide, quelques chiffres. Alors pardonnez-moi, c'est en anglais. Donc 4000 œuvres, plus de 4000 œuvres qui sont présentées de façon permanente et qui ont été achetées donc entre 1912 et 1951, près de 1000 peintures. Et comme le disait Sylvie, Renoir est vraiment le héros de la collection, puisque c'est la plus grande collection au monde de Renoir, avec 181 peintures, dont 95% de la collection sont des tableaux qui sont postérieurs à 1890. Renoir est né
en 1841, mort en 1919, donc il s'est vraiment intéressé au Renoir de la fin, au Renoir tardif, ce qu'il caractérise. 67 œuvres de Cézanne. J'avais toujours cru avant que c'était le musée d'Orsay qui était la plus grande collection, et en fait non, c'est la Barnes. Des œuvres, donc on peut encore accumuler quelques records. 18 Modigliani, une collection fondamentale d'œuvres de Matisse, et en particulier une commande qu'il a faite directement à l'artiste d'un grand décor entre 1930 et 1933, la danse, sur laquelle on reviendra, qui est dans cette grande salle dont je vous montre un mur. Il a donc, pour ce qui est de la peinture du XXe siècle, Matisse, Picasso, Modigliani, comme je l'ai dit, Soutine, ce qui nous amène à nous poser la question. Ah ben voilà, j'avais la diapositive dans le désordre. Donc la danse, cette grande composition murale, Matisse, Barnes est beaucoup passé par les marchands, comme je vous l'ai dit, essentiellement passé par les marchands. Il avait quand même des contacts directs avec certains artistes, donc américains comme Glackens, Maurer par exemple, et un artiste avec lequel il a été en contact direct, c'est Matisse. Matisse est venu à la Fondation pour préparer pour installer ce grand décor mural. Et donc Matisse a pu voir ses œuvres telles que Barnes les avait collectionnées, achetées, et telles qu'il les avait présentées dans son musée. Ce qui est intéressant, donc voilà, parmi les chefs-d'œuvre de la Fondation, donc les poseuses de Seurat, les joueurs de cartes de Cézanne, la plus grande version, la famille de Saltimbanque de Picasso, et le bonheur de vivre que vous avez vu tout à l'heure sur le mur des Stein. Donc les Stein se sont séparés de ce tableau. Il est parti au Danemark, et ensuite Barnes l'a acheté en 1922. Peut-on pour autant qualifier cette collection? Donc, quelle est la relation de cette bilan de ces achats? On fait de cette collection une collection de peinture moderne, et Barnes apparaît souvent comme un pionnier, à juste titre, mais il faut quand même se poser la question de quelle modernité, en fait, Barnes de quelle modernité il nous parle. Au moment où il constitue sa collection, il est contemporain de l'émergence du cubisme avec Picasso et Braque, il est contemporain du surréalisme, autant d'aspects qu'on ne va pas trouvé, ou très très peu à la marge pour le cubisme dans la collection. Donc c'est vraiment une vision de la modernité qui est très typique d'un certain milieu de collectionneurs de l'art moderne, c'est-à-dire une modernité qui établit un pont, une relation très importante de filiation, de continuité entre la fin du XIXe siècle français, entre Cézanne et Renoir, et puis une peinture qui reste une peinture figurative attachée à la représentation. Barnes, à part la petite exception du tableau de Vols que je vous ai montré, n'ira jamais vers l'abstraction, par exemple, et prendra position de façon très virulente contre le cubisme. Et le Picasso auquel il s'est intéressé, c'est le Picasso des débuts. Ça n'est pas le Picasso de son temps, en quelque sorte. C'est le Picasso d'avant 1914, essentiellement. Donc c'est une vision à la fois pionnière, mais qui est un mélange, en fait, qui conçoit la modernité en lien avec la tradition. Et c'est très important, je trouve, de le comprendre pour quand on visite la Fondation Barnes et quand on admire ses œuvres. Le seul artiste pour lequel on peut dire que Barnes a été vraiment un vrai découvreur, c'est Soutine, dont vous voyez ici le petit pâtissier, qui est de 1919, pas de 1909, je me suis trompée dans la légende, et qui est un tableau qui entre dans sa collection en 1922. Donc avec Soutine, il va faire quelque chose qu'il n'a pas fait avec les autres artistes de son temps. Quand il achète Matisse et Picasso sont
contestés, l'objet de polémiques, mais ils sont collectionnés par d'autres collectionneurs et ils ont quand même leur place sur la scène artistique. Ils sont reconnus comme des artistes importants. Quand il achète Soutine, ce n'est pas vraiment le cas. Soutine a montré quelques-unes de ses œuvres dans des galeries à Paris, mais Barnes va vraiment lancer sa carrière en achetant d'un coup, en 1922, plus d'une cinquantaine de toiles, dont il va garder une vingtaine dans sa collection. Il va revendre le reste. Et la presse parisienne, au lendemain de cet achat massif de ce peintre qui est très très moqué, tout le monde tourne en dérision, cette oreille disproportionnée, cette façon de peindre très expressive. Quand la nouvelle est connue de cet achat massif de tableaux de Soutine, la presse française fait ses gros titres. C'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Il lance vraiment Soutine sur le marché. Et après 1922, entre 1923 et 1927, un historien du marché de l'art a montré que les prix des tableaux de Soutine ont été multipliés entre 7 et 8 à la suite de l'achat du Dr Barnes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle lancer un artiste. Et plus profondément, évidemment, c'est aussi, avec cette collection très particulière, c'est l'insérer dans tout un discours sur l'histoire de l'art et toute une vision de l'histoire de l'art. Donc j'aimerais juste bientôt conclure, mais développer cette idée de la présentation de la collection et cette idée de la fondation. Donc, créée en 1922, ouverte en 1925. Avant cela, Barnes vivait avec ses tableaux, mais pas uniquement. En fait, il montrait ces tableaux. Je vous ai dit qu'il était venu à l'art par des artistes, mais également grâce à ses lectures de philosophes et de psychologues. Et l'un de ces psychologues, donc très important, John Dewey, dont je vous ai montré un portrait, avait développé toute une réflexion sur la valeur éducative des œuvres d'art. Et donc Barnes, très tôt, va installer certaines des œuvres de sa collection avant de créer sa fondation dans ses usines, à destination de ses ouvriers. Ce n'était pas pour décorer son bureau. Ces ouvriers, ils mettaient un point d'honneur à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'ils engageaient de façon prioritaire des Africains-Américains. On est à un moment où la situation était quand même extrêmement difficile. Elle le reste aujourd'hui, comme vous le savez, pour une large partie de la communauté noire américaine. Donc non seulement il les engage dans son entreprise, dans son usine, mais il organise des cours, des séminaires, des conférences sur l'art, puisque pour lui, l'art doit être un moyen de s'éduquer, enfin de changer son regard sur le monde. Et il a une approche qu'on appelle aujourd'hui formaliste, c'est-à-dire que pour lui, et c'est ce que va signifier sa fondation, pour le Dr Barnes, on n'a pas besoin d'être savant pour comprendre une œuvre d'art. Une œuvre d'art, ça passe par le regard, et ça passe par l'analyse des formes, des couleurs, de la composition, des lignes. Et c'est l'explication de cet accrochage complètement fou, que les gens adorent ou que les gens détestent, que Barnes a appelé lui-même des ensembles. Donc chaque mur est un ensemble qui a été composé par le collectionneur lui-même. Et ces ensembles ont donc été composés à une fin éducative. C'est-à-dire que, alors là, c'est pas un bon, on va changer, c'est pas un bon exemple. Souvent, les gens pensent, quand ils venaient voir la fondation, c'est pour ça que j'avais mis cette photo, les gens me disaient, ah oui, c'est comme au 19e, on aimait bien charger les murs. Vous voyez là une image du salon de peinture qui était la grande exposition annuelle. C'est pas le propos de Barnes, en fait, il n'est pas un héritier de cette tradition du salon. C'est pas non plus exactement ce qu'avait fait Lichtenstein, c'est pas cet accrochage dense du collectionneur qui veut avoir un intérieur très, très plein ou qui n'a pas beaucoup de place. C'est vraiment un projet éducatif. Et ce que Barnes va faire, c'est qu'il va mélanger
mélanger les périodes, mélanger les artistes, mélanger les catégories, les techniques, si vous voulez. Donc là, il n'y a pas de mélange d'écoles parce qu'on est grosso modo dans le 19e français. Je vous montrerai un autre exemple ensuite. Donc Renoir, Cézanne, Van Gogh ici. Donc là, on a une belle symétrie d'artistes, on a une symétrie de format. Ce qui est mélangé, évidemment, c'est que cette peinture... elle est accrochée avec ces objets un petit peu curieux, qui sont des pièces de ferronnerie, qu'il va collectionner de façon très très sérieuse, qui peuvent être des serrures, qui peuvent être des... il y a même des louches, alors ça faisait beaucoup rire mes collègues quand ils venaient visiter, qui ont été produits en Europe des pièces du XVIe siècle et puis XIXe siècle. Et pourquoi Barnes place-t-il ces objets sur tous les murs de la Fondation? Premièrement, c'est pour rythmer visuellement le mur. Deuxièmement, c'est pour aussi affirmer une conviction extrêmement profonde chez lui que vous retrouvez aussi avec la présence de ce coffre, de ces céramiques et de ces chaises qui sont des chaises américaines du début du XIXe siècle, et de ce coffre qui est typique de ces meubles de Pennsylvanie dont je vous parlais. Il refuse la distinction traditionnelle entre beaux-arts, art décoratif, art noble, art populaire. Donc ça, c'est vraiment important et vous le retrouvez sur tous les murs de la Fondation. Vous voyez ici ce mur splendide de Matisse, qui est le seul mur non accroché par Barnes, si je puis dire, puisque ce mur il a envoyé des croquis à Matisse, et Matisse a approuvé l'accrochage de son triptyque, de ces 3 peintures, et vous voyez donc l'effet ensuite de symétrie avec ce mobilier. Mélange des genres, mélange des typologies d'objets, et donc mélange, j'y viens, des périodes. Vous avez ici un splendide tableau de Douanier-Rousseau, un tableau de Courbet, vous reconnaissez Soutine, et puis là, vous avez Tintoret, Véronèse, au milieu, Redon, ici, donc fin du 19e français. Donc, un joyeux assemblage qui fait fi de toute catégorie d'histoire de l'art traditionnelle, où on raisonne par période et par école, comme on dit. Barnes... pour Barnes, en fait, il y a une continuité, il y a un dialogue constant entre les artistes, entre les créateurs de formes, si je puis dire, quelles que soient les cultures, quelles que soient les périodes. Et ce qui unit toutes ces œuvres, toutes ces pièces, tous ces objets, ce sont que les artistes et les fabricants, les artisans, se posent des questions de couleur, de composition, et c'est ainsi qu'on doit apprendre à regarder les œuvres. Donc Barnes va fonder, en parallèle de sa collection, de cette institution, de cette fondation qu'il va ouvrir au public, il fonde toute une théorie qui est en partie héritée à la fois de la psychologie américaine, de l'histoire de l'art allemande, en particulier de Meyer Graf, qui a été très, très influent sur toutes ces générations de collectionneurs. Il fonde ce qu'il appelle une méthode objective d'analyse des œuvres, qui reste encore aujourd'hui enseignée à la Fondation Barnes, et qui repose sur une analyse formelle des œuvres. Et pour la petite histoire, très récemment, donc les cours, les conférences qui sont présentées à la Fondation Barnes ont été en partie renouvelées. Et donc ma collègue en charge de l'éducation a invité des universitaires, des historiens de l'art, qui ont décidé de faire de l'histoire de l'art, d'enseigner de façon un petit peu différente. Donc il y a toujours des cours selon la méthode du Dr Barnes, mais il y a des cours qui font appel, qui analysent le sujet des œuvres, qui analysent la biographie, qui mettent en relation la biographie de l'artiste avec les peintures, qui font appel au contexte social et historique. Et c'est une révolution à la Fondation Barnes, c'est un complément vraiment de cette méthode qui au contraire repoussait toutes ces approches. Donc Barnes a beaucoup publié et pour mettre en pratique cette vision qu'il avait, cette méthode objective, cette vision qu'il avait de l'art. Donc vous voyez, c'était une collection, mais en
fait, c'était tout un projet intellectuel qui se traduit par des œuvres, qui se traduit par un accrochage, par une présentation très spécifique, très pensée, par des publications, et puis par une activité d'enseignement délivrée par le Dr Barnes lui-même, avec la spécificité de la Fondation, c'est-à-dire que les cours se font dans les salles au contact des œuvres. Et cette tradition donc, va être reprise ensuite. Donc il ouvre la fondation, il crée cette fondation qui est ouverte en 1925. Voici le bâtiment à Merion, tel qu'il a existé, il existe encore, et qui abritait la collection jusqu'en 2012. La fondation a déménagé. Elle est aujourd'hui dans le centre de Philadelphie. Vous en voyez l'enveloppe extérieure, donc depuis 2012. Mais la présentation de la collection n'a pas changé d'un pouce. Conformément à la volonté du Dr Barnes, le réaccrochage a respecté parfaitement l'état de l'accrochage à la mort de Barnes en 1951. Donc Barnes, de son vivant, modifiait l'accrochage au gré de ses cours en particulier, mais ensuite, tout a été, selon sa volonté, maintenu, figé, si je puis dire, depuis sa mort en 1951. Vous voyez une photo de 52, une photo de l'accrochage de la même salle à Merion, donc en banlieue de Philadelphie, et une photo de l'accrochage actuel, donc sur le Parkway, qui est le grand boulevard de Philadelphie. Et je vous défie de jouer au jeu des différences. Normalement, il n'y en a pas, indépendamment du fait que ce soit donc du noir et blanc et de la couleur. Donc, au-delà du côté un petit peu étrange et un petit peu surprenant et un petit peu excentrique, parfois unique, de l'histoire de cet homme et de son œuvre, ce que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, c'est vraiment cette particularité, ce qui me semble distinguer Barnes des autres collectionneurs, c'est véritablement ce projet global et cette foi en la vertu éducative de l'art. Alors ça n'a pas toujours été la réputation de la Fondation. Vous savez que ce projet très, très généreux des origines, et en particulier Barnes avait créé la Fondation au début, elle était gratuite et ouverte en priorité aux gens qui étaient exclus de la connaissance des œuvres, en particulier aux Africains-Américains, aux ouvriers. Alors il y a plein de légendes de grands historiens de l'art qui avaient demandé à avoir accès à la Fondation et qui n'y ont pas eu accès, ou alors on raconte toujours, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, que John Rival, qui était le grand spécialiste de Cézanne, qui a écrit un catalogue raisonné, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'impressionnisme, a voulu évidemment voir les Cézannes de la Fondation. L'accès a été refusé puisque Barnes ne voulait pas d'historiens d'art, de conservateurs, de gens trop savants, justement. Il voulait que sa fondation reste très démocratique. Et donc on raconte que John Rival s'est déguisé en chauffeur, a prétendu qu'il était son chauffeur pour pouvoir entrer et voir la collection. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça qui circulent sur l'histoire de Barnes, mais ce qui me semble plus fondamental, c'est véritablement cette entreprise assez exceptionnelle d'un homme qui construit une collection avec un projet philosophique, intellectuel, démocratique et généreux très fort. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci infiniment, Sylvie, de cette présentation absolument passionnante de la collection du Dr Barnes, de son projet véritablement unique dans l'histoire des collectionneurs. J'avais envie de vous demander, finalement, vous avez fait allusion au début de votre présentation sur le fait que la collection ne pouvait pas être prêtée, ce qui est aussi une décision
très forte et très particulière qui bloque en quelque sorte la connaissance de ce fonds exceptionnel, même si il est en effet complètement exceptionnel. Est-ce que c'est lié finalement au projet pédagogique et philanthropique de Barnes, le fait qu'en effet les cours devront se donner devant les œuvres et devront être facilités par l'accrochage qui explicite les œuvres et qui aide à les comprendre? Est-ce que c'est pour ça que qu'il ne voulait pas que la collection soit dépareillée, prêtée? Oui, absolument. Du coup, comme chaque œuvre, comme chaque objet est à sa place, à une place qui a été pensée par Barnes, c'est vrai que ça va contre l'idée du prêt. Donc, il faut que l'accrochage reste composé tel qu'il a été par Barnes. Donc, il n'a pas interdit de prêter pour interdit de prêter. Il a demandé à ce que les murs soient conservés, ne soient pas touchés. Donc on ne peut pas soustraire des œuvres en les prêtant. Donc la Barnes, maintenant, dans le nouveau bâtiment très très beau que je vous ai montré, a une salle d'exposition temporaire, mais les œuvres de la collection permanente ne peuvent pas être prêtées, si je puis dire, ne peuvent pas être déplacées dans les espaces d'exposition temporaire. Donc si la Barnes fait une exposition Cézanne, ce sera avec des Cézannes du monde entier, mais pas de Cézanne de la Fondation Barnes, pour préserver les murs et les ensembles et les classes qui se tiennent encore aujourd'hui dans les salles. Tous les mardis, jour de fermeture, il y a des classes partout, en fait, à chaque endroit. Donc c'est vraiment lié à son projet éducatif. C'est pour ça que le mot musée, c'est pour ça que ce terme de musée ne décrit pas vraiment l'institution, parce qu'elle ne peut pas fonctionner véritablement comme un musée. On a d'autres cas de collections dont le prêt est impossible. Enfin, aux États-Unis, il y a le musée d'Isabella Stewart Gardner qui est à Boston, ou l'Afrique Collection à New York, où le collectionneur n'a pas souhaité que les œuvres soient prêtées. À Orsay, on a des pans de la collection aussi qui ont été donnés avec l'obligation de les conserver sur place comme des ensembles, mais jamais. En général, je pense que ce qui animait les donateurs dans ces cas-là, quand ils restreignent le prêt, je pense qu'ils étaient soucieux plutôt des questions de conservation, où ils voulaient toujours avoir une salle à leur nom, etc. Mais là, on est vraiment effectivement dans une perspective très, très particulière, vraiment liée à ce projet éducatif. C'est un phénomène qu'on connaît aussi en Suisse, par exemple avec la collection Oskar Reinhardt am Römerholz à Winterthur, qui est aussi un musée de collectionneurs dont les œuvres ne peuvent pas être prêtées, en effet. Avec beaucoup de points communs du point de vue des goûts. Du point de vue des goûts, tant avec Burlet qu'avec Barnes. Une autre question que j'avais envie de vous poser, pour moi, une image très étonnante de votre présentation, c'était ce Vols du début des années 50. Vous avez parlé de Vieira da Silva aussi. Mais finalement, c'est quand même des artistes européens qu'il continue à collectionner et qui lui sont contemporains. Est-ce qu'il s'est intéressé à l'art américain de son époque? Oui. Alors il s'est intéressé, et ça c'est tout un pan de la collection qui est intéressant. Donc il a collectionné son ami Glakens, il en a acheté beaucoup. Et d'ailleurs, ça a été une des premières expositions faites par la Fondation dans les nouveaux locaux en 2012, puisque dans les anciens locaux que je vous ai montrés, l'ancien bâtiment, construit en pierre d'ailleurs, tropisme européen, elle est jusque français, elle est au point que le bâtiment de Mérion a été dessiné par un architecte d'origine française, Paul Cret, mais qui était arrivé aux États-Unis au début du XXe siècle. Mais les pierres ont été transportées de France. Ce pas des pierres des États-Unis, c'est des pierres françaises. Il a quand même acheté, donc il a acheté beaucoup d'art, de mobilier, d'art décoratif américain. Il a beaucoup acheté des œuvres de Glakens, de Maurer, donc de peintres américains qu'il connaissait. Il s'est intéressé à un artiste assez peu connu et vraiment intéressant qui s'appelle Horace Pippin, qui est un artiste africain-américain qui est venu à la Fondation aussi, qui est autodidacte. Donc oui, il a constitué il avait des tableaux de Georgia O'Keeffe, femme peintre, mais finalement, à mesure qu'il a donc raffiné son projet d'accrochage, de fondation, il y a un moment où il a aussi acheté en fonction des murs et de comment il allait composer ces murs. Donc il a acheté ces tableaux de Georgia O'Keeffe et finalement, il les lui a rendus en lui disant ça ne va pas avec les murs.
Donc là, ce n'était pas avec le canapé, mais là, ça ne va pas avec le reste des œuvres et avec ce que je veux montrer dans la façon dont je veux composer mes ensembles. Je ne sais pas s'il y a des questions qui... Oui. Deux questions qui relatent Burlet avec Barnes. D'abord, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils étaient conscients l'un de l'autre? Est-ce qu'ils ont communiqué entre eux? Il n'y a donc aucune trace dans les archives de la collection Burlet qui nous dirait que Burlet n'ait jamais visité Mérion. Je dirais plutôt que non. Je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas. Mais parlant de Burlet et de Barnes, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer, puisqu'on a la chance d'avoir ici à la fois M. Glor et Mme Patry, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de tracer un portrait en point commun, opposition de ces deux grands collectionneurs, par exemple sur les questions... l'intérêt pour l'art extra-occidental, par exemple, est-ce qu'on le retrouve aussi chez Burlet? Ou une autre question qui, moi, m'intéresse, c'est la mise en scène de la collection. Alors, il est vrai que Burlet et Barnes sont mus par deux projets très différents, puisque Burlet n'avait pas l'intention de créer une fondation, ça s'est fait après sa mort. Mais comment est-ce qu'il accrochait? Est-ce qu'on est plus proche du salon de 1852 que de la parfaite symétrie des murs de Barnes? Enfin, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire? Qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui différencie ces deux collectionneurs? Lucas. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment différencier nettement et de loin. Parce qu'en effet, le type de collectionneur que Burlet est représente plutôt le programme que vous venez de mentionner tout à la fin de votre conférence, donc le programme Histoire de l'art, qui finalement, après 80 ans d'existence de la Fondation, peut s'imposer ou modestement peut-être se mettre en scène à l'intérieur de la Fondation. Barnes, c'est vraiment une figure très exceptionnelle dans toute l'histoire du collectionnisme du XXe siècle, avec cette idée didactique, cette idée d'utiliser les œuvres d'art qu'il achetait comme des tableaux d'instruction. Ça, c'est aussi des tableaux que vous pouvez trouver à l'époque dans des programmes de formation, pas uniquement dans l'histoire de l'art, mais disons des grandes tafeln. Et je crois en effet que la source principale d'inspiration pour l'accrochage que M. Barnes choisit se trouve à Berlin. Si vous regardez de près les plans d'accrochage que Wilhelm von Bode a dessinés pour le Kaiser Friedrich Museum, où il a aussi essayé de mêler les disciplines, c'est-à-dire l'art décoratif et les beaux-arts, où il a pourtant toujours suivi une symétrie absolue à 100%, vous réalisez très bien où Barnes a été instruite, d'où il a pris ses idées. Burlet, par contre, lui, il est le collectionneur historien de l'art. Lui, il approche sa collection d'une façon très systématique. Il se propose de faire une histoire de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Il choisit les maîtres les plus importants du mouvement et ensuite il essaie de rassembler la sélection la plus complète dans le sens qu'il veut avoir tous les genres qui sont importants pour un artiste. S'il s'agit de Monet, eh bien, il a beaucoup de paysages, il a quelques portraits, quelques figures, mais aucune nature morte, évidemment, parce que le peintre n'en a pas fait ou presque pas fait. Ensuite, il essaye d'avoir le trajet personnel de chacun de ses grands maîtres
en intégrant des œuvres de jeunesse jusqu'à la fin de la carrière de chacun de ces artistes. Il mêle aussi d'une façon très exceptionnelle les chefs-d'œuvre, les grandes œuvres d'envergure, avec les œuvres mineures, qui pourtant peuvent compléter un peu le survol complet. Alors là, nous avons vraiment affaire avec un collectionneur qui suit un concept très intellectuel. Je ne pense pas, à vous dire la vérité, que Burlet aurait beaucoup aimé visiter la collection Barnes, parce qu'il se serait trouvé vraiment un peu troublé devant ce pêle-mêle de formats, de genres, d'artistes. Burlet, pourtant, est aussi très contraire à Barnes, un collectionneur qui ne s'intéresse presque point à la présentation. Il est très essentiel de comprendre que Burlet, il achète et il fait entrer dans sa résidence privée les premiers achats. Quand les parois sont pleines, il y a la maison à côté qui se remplit. Dans cette maison, on fait un accrochage un peu au hasard. Il y a des assemblages d'artistes, il y a des coins Corot, des coins Manet, mais ça n'a aucune systématique. D'après ce que nous pouvons dire, nous avons très très peu de sources qui nous racontent vraiment précisément comment les tableaux étaient dispersés dans cet appartement, c'est le premier étage seulement qui lui sert comme dépôt, dans la maison voisine de la sienne. Donc je crois que là, vraiment, les comparaisons sont plutôt faites pour distinguer les deux collectionneurs l'un de l'autre. Pour rester dans cette... Est-ce que Burlet a vendu des œuvres? Très, très peu. En effet, nous avons... Je crois que ça pourrait aussi être intéressant. Je ne connais pas vraiment l'histoire des achats et des ventes, mais il est vrai que Burlet, il achète 633 œuvres, il en vend une trentaine. Donc, à sa mort, enfin, il en vend, il restitue, à sa mort, il reste 598 œuvres dans sa collection. Et juste encore les arts premiers, est-ce qu'il s'y est intéressé? Non. Non, là, vraiment, Burlet est aussi très typique, surtout pour les années dans lesquelles, lui, il rassemble sa collection, ce qui sont surtout les années 50. 1950, il commence vraiment sa dernière phase intense de collectionner en 51 et il collectionne jusqu'à sa mort en 56. C'est le moment, le grand moment de la modernité. C'est le moment même où les beaux-arts se sont imposés et ont en effet profité d'un intérêt du marché, mais des collectionneurs aussi, qui fait que cette unité entre art décoratif et beaux-arts se dissout de plus en plus. Burlet est aussi un cas très typique qu'il partage. Une chose qu'il partage absolument avec Barnes, il collectionne des tableaux huile sur toile. C'est huile, 4 fois huile et peut-être un pastel. Ce n'est pas de dessin, ce n'est pas d'œuvre sur papier, c'est vraiment la peinture à l'huile. Merci Lucas. Je voulais encore demander à Sylvie, est-ce qu'on a cette même systématique à l'intérieur d'un artiste, du corpus d'un artiste? Est-ce que Barnes, lui aussi, veut créer quelque chose qui soit vraiment, qui reflète le début, la fin, les thèmes? Ah non, alors justement, pas du tout. Pour Renoir, comme je l'ai mentionné en passant, sur les 181 Renoir, 95% de la collection date de la fin de la carrière de l'artiste. Pour Cézanne, il n'y a aucun tableau, il y a
petit tableau de jeunesse qui est pas plus grand que ça, mais sinon l'essentiel des Cézannes sont postérieurs à 1800, je dirais 1875 pour Cézanne, et concerne les années 1890. Il est vraiment, il n'a pas son souci. Pour lui, la biographie d'artiste n'est pas intéressante, donc il n'a aucun intérêt à reconstituer la carrière d'un artiste. Pour lui, c'est pas une catégorie opérante quand on regarde une œuvre, en fait. Une œuvre, il faut la détacher de son contexte. Et quand l'œuvre comme outil éducatif, ou le musée, la collection comme lieu d'éducation, c'est pas l'éducation au sens où si on voit ce tableau de Renoir, on en apprend davantage sur le 19e siècle. Non, c'est vraiment une éducation visuelle qui a un effet sur la psychologie, sur la façon dont on approche ensuite. Pour lui, la contemplation d'une œuvre d'art, ensuite, elle doit nous aider à vivre. C'est une relation entre l'art et la vie. C'est pas nous rendre savants sur ce que représente le peintre. C'est nous enrichir visuellement, psychologiquement, parce qu'on va peut-être comprendre la façon, par exemple, on va peut-être comprendre quelque chose de la maternité en regardant une mère avec un enfant de Renoir, mais c'est pas du tout son propos, c'est pas du tout qu'on apprenne quelque chose sur le statut des nourrices au XIXe siècle ou les relations mère-fille à l'époque. Donc c'est quand même une vision voilà, de l'art immergé dans la vie et de cet aller-retour entre l'art et la vie. Et il y a peut-être un autre collectionneur, c'est beaucoup moins fort, mais il y a peut-être un autre collectionneur qui lui aussi qui a très certainement eu un projet éducatif fort aux États-Unis, c'est Duncan Phillips. Donc maintenant sa collection est à la Phillips Collection à Washington, qui avait un petit peu aussi un projet éducatif. Et ce qui est intéressant aussi pour Barnes, c'est que là on est dans les arts visuels, les arts plastiques, mais ça s'étendait à la musique. Et donc il est pionnier aussi en la matière, puisque à la Fondation Barnes, il y avait des concerts, et en particulier des concerts de négro spirituels, puisqu'il considérait que la musique noire américaine des esclaves était une forme d'art majeur qu'il comparait aux cathédrales du Moyen-Âge en Europe. Et donc il a organisé des concerts dans la Fondation, comme on le fait nous aujourd'hui dans les musées, et il a même financé des collectes de musique de négro spirituel, de musique noire américaine pour en conserver la trace. Donc il avait vraiment une vision très très large de l'expression artistique et de sa valeur éducative et du plaisir qu'elle pouvait donner. Nous avons un collectionneur, ce genre de Barnes en France. Le grand-père d'Anne Sinclair, malheureusement, je n'ai plus son nom. Ah oui, alors Rosenberg, oui, qui était collectionneur et marchand. Oui, bien sûr, il y en avait. Connu. Oui, alors par exemple, on a parlé donc il y a le portrait d'Irène Canenvers dans l'exposition, donc la famille Camondo, donc Isaac de Camondo, par exemple, à la fin du XIXe siècle, qui a été un des grands collectionneurs de l'impressionnisme en France. Quelqu'un comme Moreau Nélaton également, qui a été un des grands collectionneurs de l'impressionnisme. Ils ont donné leur collection d'ailleurs au musée, donc ils partagent avec Barnes cette idée que la collection n'est plus réservée à la sphère privée. Il y en a plein d'autres. Alors il y a un collectionneur qui est moins connu aujourd'hui, mais qui est assez proche de Barnes pour ses goûts, pour Renoir, qui s'appelait Gagna, et qui a collectionné, qui a eu la plus grande collection de Renoir à l'époque, c'était Barnes et Gagna. Oui, il y avait des grandes collections aussi en France, oui. Façon d'acheter qui n'a rien à voir avec les autres collectionneurs, et que si on vous écoute, quelque part, on trouve qu'il y a une immense générosité chez M. Barnes d'acheter les tableaux, d'avoir découvert dans les traits de pinceau de Soutine ou de bien d'autres des qualités qui nous font avancer, qui nous font vivre, et qu'il a voulu transmettre ça à des tas de gens qui n'étaient pas les plus privilégiés, et que c'est donc une approche totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez des collectionneurs. Ce sont des coups de cœur, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez ressenti ça là-bas, dans vos recherches?
la générosité ou la volonté de partager sa collection n'est pas propre à Barnes. Et puis Barnes n'a pas toujours été agréable, généreux et ouvert. Là, c'est vraiment son projet. Puis l'histoire de la fondation. Et là, donc ça, c'était au moment de la fondation, de la création, de l'ouverture. Et il avait un caractère très, très difficile, des principes très stricts, comme vous avez pu le comprendre. Il s'est fâché avec la planète entière, avec tout Philadelphie en particulier, et donc il s'est aussi beaucoup construit contre. Donc il y avait une générosité, il y avait ce projet fondamentalement démocratique, d'éducation pour tous, qui a quand même été compromis, réduit dans son ambition et dans sa réalisation au fil des années, à partir des années 30-40, à la fois par le fait que Barnes s'est fâché avec tout le monde et que du coup, cette méthode aussi de lecture des œuvres, cette méthode objective, comme il disait, elle était aussi assez sectaire, si je puis dire, puisque, comme vous l'avez compris, l'introduction d'un autre discours sur l'art date de l'année dernière à la Fondation Barnes. Donc, la Fondation a continué à former des gens, et à un moment donné, dans les années 30-40 jusqu'aux années 90, jusqu'à très récemment, c'était aussi une communauté un peu avec des anciens élèves qui préservaient l'héritage. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Fondation a déménagé. Ça a été une immense polémique, ça a été un combat juridique de plus de 10 ans aux États-Unis pour déplacer cette collection de son emplacement, de son bâtiment initial jusqu'à son nouveau bâtiment à Philadelphie. En particulier parce que c'était une institution qui s'était beaucoup refermée. Donc ce projet très généreux et très ouvert, sur lequel il faut quand même insister parce que c'est ça qu'il faut ranimer, comme maintenant que la Fondation a passé à un autre stade, c'est là-dessus qu'il faut bâtir. Mais ça a été aussi une institution qui, hélas, s'est fermée du vivant de Barnes. Pour ceux qui sont allés à Philadelphie avant que la Fondation ne soit installée en centre-ville, pour aller visiter la Fondation, il fallait écrire longtemps à l'avance, on n'était pas sûr, c'était ouvert très peu de jours par semaine. C'était pas très facile d'accès. Donc, si vous voulez, l'histoire récente, c'est un peu retourné contre les principes fondateurs. Mais donc, cette générosité, maintenant, cet aspect du legs de Barnes, elle est effectivement ravivée par le déménagement, par la modernisation de la Fondation, et c'est évidemment ce que porte à la fois l'équipe qui dirige la Barnes, et puis c'est une fondation entièrement privée, donc financée par des particuliers qui s'engagent, qui font partie du board, et c'est exactement ce avec quoi ils veulent renouer. Donc il y a énormément d'actions éducatives en direction des quartiers défavorisés, des populations défavorisées pour renouer les fils. Mais on le trouve aussi en Europe et dans tous les grands musées, il y a cette volonté de s'ouvrir vers de nouveaux publics et de faire partager les œuvres avec ceux qui n'en sont pas forcément proches par l'éducation ou par le milieu social. Donc je n'opposerai pas les États-Unis et l'Europe de ce point de vue-là. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la raison de cette translation de Merion jusqu'à Philadelphie, puisqu'il n'y a pas augmentation des espaces d'exposition et pas de changement dans la présentation? Alors du coup, le bâtiment est plus grand, donc il y a des espaces d'expo. C'est devenu une institution plus moderne. Il y a des restaurants. Il y en a même un qui vient d'être construit. Il y a des salles de classe. Enfin, il y a des salles de conférence. Il y a un espace d'exposition temporaire. Donc c'était pour offrir des services que les gens attendent, que les visiteurs attendent. C'est aussi parce que la fondation était excentrée. Les transports publics. Bon, on peut y aller en bus, mais enfin bon, c'est pas la France, c'est pas la Suisse, les États-Unis pour les transports publics. Donc c'était quand même pas forcément facile d'accès. Donc le nombre de visiteurs était quand même assez faible. Il y avait 30 000 visiteurs avant le déménagement. Il y en a eu 300 000 l'année de la réouverture. Donc c'était pour rendre la collection plus accessible. Et puis c'était aussi pour des raisons financières. La fondation avec un nombre aussi restreint de visiteurs, donc avec des donateurs de moins en moins présents.
étaient en situation de banqueroute, enfin de faillite financière. Donc c'est à l'américaine. À un moment donné, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a même été à un moment donné question de vendre la collection, ce qui aurait été... donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles en 1993-1994, la Fondation a rompu le legs du Dr Barnes, ses volontés, et a fait tourner la collection dans le monde entier. La collection était prêtée, était louée en quelque sorte aux musées qui la recevaient, et c'était pour financer la réfection du bâtiment. Voilà, il y avait quand même une situation d'urgence financière, et puis il y avait un accès qui était, vous imaginez, 30 000 visiteurs par an pour des chefs-d'œuvre pareils, c'est quand même... voilà, c'est ce qui a motivé. Puis il y avait des problèmes de voisinage. C'est un quartier très résidentiel, très chic, et donc du coup, il n'y avait pas de parking. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là, en fait, tous ces aspects plus pratiques et un peu moins glorieux. 30 000 visiteurs et combien maintenant par année? 300 000 environ. Maintenant, un petit peu moins de 300 000, mais l'ouverture, 300 000, oui. Merci beaucoup, Sylvie Patry, pour votre présentation absolument passionnante. L'intensité du débat et des questions qu'elle a suscitées disent assez à quel point nous avons été vraiment très, très heureux de vous écouter ce soir. Merci d'être venu. Merci à vous d'être venu aussi assister à cette conférence. Et s'il y avait encore quelqu'un parmi vous qui ne serait pas allé voir la présentation des chefs de la Fondation Burlet, vous avez encore une petite heure ce soir, sinon jusqu'au 28 octobre. Voilà, très bonne fin de soirée. Merci.